Bienvenue dans le débat de France 24. C'est le premier jour du reste de son mandat. Donald Trump exulte aujourd'hui. Le président américain se dit totalement disculpé des soupçons d'entente avec la Russie pour le faire élire en 2016. Et de fait, près de 2 ans d'enquête, 675 jours exactement, 500 témoins interrogés, plus de 2800 citations à comparaître, n'ont pas permis au procureur spécial Robert Mueller d'établir une action coordonnée avec Moscou dans le but d'entrer à la Maison-Blanche. Donald Trump voit-il son horizon dégagé dans l'optique d'une nouvelle candidature en 2020. On en débat dans un instant avec Anne Bagamry. Vous êtes journaliste indépendante, basée ici même à Paris, ancienne chef de service à l'International New York Times. Merci d'être avec nous. Avec Anne Désine, professeur émérite à Paris-Ouest Nanterre, auteur de La Cour suprême des États-Unis chez Dalloz. Merci, on va en parler parce qu'il y a évidemment un gros aspect juridique à ce qui est en train de se passer. Également avec nous, Jérémy Guez, professeur d'affaires internationales et d'économie à HEC Paris, auteur d'États-Unis, déclin improbable, rebond impossible. Et puis enfin, Gérald Olivier, journaliste franco-américain, spécialiste des États-Unis, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, auteur de Sur la route de la Maison-Blanche, c'est paru aux éditions Jean Picolec. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Mais d'abord, retour en images sur ce qui s'est passé durant le week-end et qui change la donne aux États-Unis. Le ciel s'éclaircit pour le président américain dans l'affaire d'une possible collusion avec la Russie lors de la campagne présidentielle de 2016. Après 2 ans d'enquête, ce procureur spécial n'a pas mis au jour de preuves d'entente. Donald Trump savoure sa victoire sans modération. Il n'y a pas eu collusion avec la Russie. Il n'y a pas eu d'obstruction à la justice ou quoi que ce soit du genre. C'était une exonération complète et totale. Seul le ministre de la Justice a eu accès au rapport complet de l'enquête. Il conclut à une absence de preuves formelles à l'encontre du président. Mais la majorité démocrate à la Chambre des représentants ne désarme pas. Pour lever le doute, elle demande la publication intégrale du rapport d'enquête. Le procureur spécial Mueller a été clair, son rapport n'exonère pas le président. L'hypothèse d'une procédure de destitution s'éloigne. Mais les Américains restent partagés. Le camp Trump va considérer que c'est une victoire parce qu'il n'y a pas de collusion, mais les opposants de Trump vont aussi considérer que c'est une victoire parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à le laisser tranquille. Oui, les démocrates vont être déçus, mais ils vont juste devoir faire avec et, j'espère, présenter quelqu'un capable de faire face à cette personne en 2020. Avec ce rapport, Donald Trump a désormais les coups des franches pour se lancer dans la course pour sa réélection en 2020, à l'heure où la campagne commence dans le camp démocrate. Voilà, on va voir ça en détail. D'abord sur ce que dit, ou plutôt ne dit pas, le ministre de la Justice William Barr dans ses 4 pages de conclusion. Les leaders démocrates, vous allez l'entendre, du Congrès ont exigé dimanche soir la publication du rapport complet. Écoutez ce qu'en dit la sénatrice de Californie, elle est candidate aux primaires de 2020, Kamala Harris. Ce rapport doit être rendu public. Le peuple américain a le droit de savoir et il doit savoir. Les preuves évidentes de ce rapport doivent être mises à jour. Le procureur général Barr doit être appelé à témoigner sous serment devant le Congrès américain. Et la Maison-Blanche ne devrait en aucune manière avoir le droit de s'immiscer en interprétant ou en influençant le peuple américain. Point final. Vous pensez, vous, Anne Bagamry, qu'il cache des choses, William Barr, qu'il en garde sous le coude, comme on dit en français? Excellente question. Il faut d'abord que je souligne, et je ne suis pas la première, qu'en dépit de ce que dit le président Trump, il n'a pas été exonéré complètement. Monsieur Mueller a écrit clairement qu'il n'y a pas lieu d'exonérer le président pour l'obstruction de la justice. Donc voilà, un point, c'est tout. Et Trump peut le répéter 1000 fois, ça ne veut pas dire que c'est vrai. L'exonération totale n'est pas une fait. En tant que ce que dit Monsieur Barr, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait pas un peu d'explication pour notre public non américain. Monsieur Barr, c'est un peu le ministère de la Justice. Il est le premier officier, enfin le premier
servant public en tête du ministère de la Justice. Il travaille pour le président Trump. Il a été nommé par le président Trump. Il doit sa position au président Trump. Donc, quand lui, il s'insère en quelque sorte dans ce processus qui est effectivement entre le procureur Mueller et le Congrès, parce que le rapport va de lui jusqu'au Congrès, les représentants du peuple. Quand il dit il n'a pas vu dans le rapport Mueller de quoi faire un procès pour obstruction de la justice, il parle de son patron. Pour vous, il l'interprète et ce n'est pas son rôle ? Exactement, ce n'est pas du tout son rôle. Son rôle, c'est plutôt de transmettre ce qu'il estime valable, valide au Congrès. Et c'est au Congrès de décider pour l'avenir. Il a parfaitement le droit de dire je fais un procès, je ne fais pas un procès. Mais le fait qu'il a fait ça avant de passer toutes les informations au Congrès, ça semble bizarre, surtout parce que c'est son patron. Alors, je vais donner la parole dans un instant, Gérald Levy, qui brûle, qui bout de réagir. Mais auparavant, Anne Désine, faut-il publier dans son intégralité ce rapport comme le réclament les démocrates au Congrès, ou est-ce que ça risque, pour des questions de droit, d'interférer avec des enquêtes en cours, par exemple ? Alors, plusieurs choses, là aussi. Il y a effectivement 2 parties dans les 4 pages qui ont été écrites par le ministre de la Justice. Et ces 4 pages, ainsi que l'a dit ma collègue, c'est une retranscription, c'est sa lecture à lui, ministre de la Justice, de ce qu'il y a dans le rapport. Donc quand il dit le procureur spécial n'a pas conclu s'il y avait entrave à la justice, donc je considère qu'il est de ma responsabilité de proférer un jugement, oui, il y a un peu d'ingérence, parce qu'on aurait pu considérer que la balle était envoyée au Congrès et que c'était au Congrès qu'il incombait de décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Vous voulez dire que le rapport dans son intégralité aurait dû être transmis au Congrès ? Non, mais il sera transmis. Alors là, je vais répondre à votre question. Le rapport, c'est un rapport confidentiel. Hein, c'est bien précisé dans les textes réglementaires. Alors, confidentiel et... Barr avait dit « je vais essayer de rendre public le maximum ». Mais il sait très bien qu'il ne peut pas tout rendre public. Par exemple, tout ce qui relève de la procédure de grand jury, et il y avait beaucoup de ce jury d'incrimination, ça ne peut pas être rendu public. Donc ça fait déjà de larges portions du rapport qui ne peut pas être rendu public. Ensuite, la règle qui n'a pas été respectée par Comey, c'est que lorsque... Donc l'ancien patron du FBI. Voilà. Lorsque on décide de ne pas inculper quelqu'un, on ne dit pas les choses qu'on lui reprochait, puisqu'après tout, on n'inculpe pas, on ne dit pas, comme il l'avait fait pour Hillary Clinton, je n'inculpe pas, mais elle avait fait toutes ces choses épouvantables. Donc, tous les éléments qui seraient à charge pour des prévenus, on ne peut pas les divulguer, puisque ce serait une violation de la règle. Et puis, il y a un 3e pan, et là, c'est un pan d'interrogation terrible. Le président, avec l'ironie, je voudrais que ce rapport soit public. Mais ses avocats vont peut-être lui dire, vous savez, il y a des choses un peu litigieuses, et dans ce cas-là, il dispose de l'arme du privilège de l'exécutif pour dire « je ne peux pas divulguer parce que ça donnerait trop de choses sur la façon dont les choses se passent au sein de l'exécutif, et à l'avenir, aucun président n'oserait parler à ses proches parce qu'il courrait le risque que ce soit rendu public. » Cela étant, il y a la décision de la Cour dans US versus Nixon qui dit bien que ce privilège de l'exécutif n'est pas absolu. Donc il y aurait moyen que ça se finisse comme toujours devant les tribunaux. En d'autres termes, il y aura publication sans doute d'un certain nombre de pages. Et d'ailleurs, Barr a dit qu'il était en train de travailler avec Rosenstein, donc son adjoint au ministère de la Justice, et avec le procureur spécial. Qui était là déjà sous son prédécesseur. Pour déterminer des petits morceaux du rapport qui ne tombent pas sous le coup des 3 points que je mentionnais. Gérald Olivier, vous dites il est imprudent de rendre la totalité publique, ou il n'y a rien à craindre finalement aujourd'hui pour Donald Trump, il peut y aller? Non, il n'y a absolument rien à craindre au-delà de ce qui vient d'être énoncé, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je voudrais revenir sur 2 petites choses. D'abord, qui travaille pour qui? C'est vrai que le ministre de la Justice, l'Attorney General, le garde des Sceaux, il est nommé par le président. C'est pas spécial à Trump. Ça fait partie des institutions américaines. Oui. John Kennedy avait nommé son frère à la justice. On ne s'est pas plaint à l'époque que la justice n'était pas indépendante. Donc ça ne change rien au fait. Par contre, le procureur spécial, M. Mueller, travaille pour William Barr. Il a été nommé par Bob Rosenstein parce que le ministre de la Justice de l'époque, M. Sessions, s'était retiré de l'affaire. Oui, récusé. Exactement. Donc lui, il met son rapport à son patron. Quel était le job de Robert Mueller? C'est un procureur. C'était de réunir les preuves et de mettre en accusation la personne qui était soupçonnée de ces différents délits, de ces différents crimes. Il y avait des soupçons qui planaient autour de Donald Trump. Oui. Il a eu 2 ans pour réunir ces preuves. Il n'y est pas parvenu.
c'est qu'il n'y a pas de crime. Non seulement il n'y a pas de preuve, mais au départ, il n'y a pas de crime. Donc l'ensemble du rapport peut être publié. Ce ne sera absolument pas nuisible à Donald Trump. Au contraire, parce qu'on a quand même passé 675 jours, comme l'ont rappelé les médias américains aujourd'hui, sur cette affaire, alors qu'il y a à l'arrivée rien. Il y a 37 mises en examen, aucune liée à la campagne de Donald Trump. Vous voulez dire qu'il n'était pas nécessaire d'investir autant de temps et d'argent, de deniers publics dans cette enquête? Peut-être pas. Et je pense que s'il n'y avait pas eu une pression du Congrès pour maintenir ce procureur en place, l'enquête aurait pu être beaucoup plus courte. Puis, encore une fois, je ne vais pas monopoliser la parole, et on verra après, parce que l'affaire n'est pas finie. On va rentrer dans un volet politique où on verra si elle était justifiée d'un point de vue politique. Jérémy Guez, on peut établir au bout de ce courrier de 4 pages du ministre de la Justice que, comme le dit Donald Trump, il n'y a pas de conspiration. There's no collusion, c'est ce qu'il dit aujourd'hui dans ses tweets. C'est toute la difficulté de manier le langage de la probabilité et de la preuve. Ce que le rapport dit, c'est on ne peut pas exonérer le président Trump d'avoir commis un crime. C'est ce que c'est. Ça ne veut pas dire qu'il a commis un crime, ça ne veut pas dire qu'il y a des preuves décisives qu'il n'en a pas commis. De la même manière, ce rapport nous dit, effectivement, on n'a pas été capable de réunir les preuves pouvant démontrer la collusion. La collusion, elle est très clairement définie dans ces 4 pages, d'une manière qui aurait pu être un crime. Parce que la collusion en elle-même, ce n'est pas un crime au regard du droit américain. Ce n'est pas quelque chose qui... Donc là, on est finalement dans une demi-conclusion qui permet à Robert Mueller de dire « voilà ce que j'ai pu assembler aujourd'hui ». Et ce n'est pas le Congrès qui a mis fin à cette enquête, ce n'est pas la Maison-Blanche, c'est Bob Mueller lui-même qui est arrivé à cette conclusion, voilà où j'en suis. Maintenant, là où je mettrai un certain nombre d'observateurs en garde, c'est qu'elle peut faire l'office, cette enquête, de bombe à fragmentation. Au sens où c'est Bob Mueller lui-même qui a défini quel était son mandat à lui. Là, il est allé présenter à son patron, William Barr, voilà ce que j'ai pu récolter. Et le Congrès est tout à fait en droit d'exiger, bien entendu dans le cadre de la loi, les résultats de cette enquête. Le Congrès américain a aussi un pouvoir d'assignation. Il a aussi un pouvoir de mener ses propres enquêtes. Il pourrait auditionner Robert Mueller, absolument. Par exemple. Et il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, qui est encore un petit peu plus obscur pour un public français, mais qui est ô combien important, c'est la Cour fédérale de l'État de New York. Là où les États-Unis... Donald Trump est résident, l'État duquel Donald Trump est résident, et qui pourrait se saisir d'un certain nombre d'éléments d'enquête de Bob Mueller, si ce n'est pas déjà le cas, et qui pourrait venir continuer à pourrir la vie. Oui, c'est déjà le cas. Est-ce qu'on n'est pas face à des filets dérivants, finalement? On a lancé une enquête sur un point qui est la collusion, la conspiration. Alors, vous allez nous dire justement, Anne Désine, il y a une confusion sur les termes? Alors, oui. Collusion, ce n'est pas un crime. Vous avez entièrement raison. Ce qui était soupçonné, c'est ce qu'on appelle une conspiration d'agir contre le gouvernement des États-Unis. C'est ce que n'a pas pu établir Mueller. Donc la collusion est établie ? Non, mais la collusion, ça n'existe pas. C'est pas un crime, c'est pas dans le code pénal. Pourquoi les contacts entre l'entourage et mais il faut que ces contacts remplissent un certain nombre de critères pour qu'ils rentrent dans la qualification qui serait conspiration d'aller contre les intérêts, presque une trahison en fait. Donc ça n'a pas pu être établi. Et c'est pour ça que nous restons sur notre faim, parce qu'il y a quand même tout cet épisode, les fils Trump dans la tour Trump, etc., etc. Mais il faut bien voir que dans le cas de la collusion, entre guillemets, où l'entrave, obstruction à la justice, la charge de la preuve est très lourde. Il faut que le procureur convainque un jury, il a un jury de jugement, beyond a reasonable doubt, au-delà d'un doute raisonnable. C'est-à-dire qu'aucun jury ne peut se dire quand même, etc. Et donc c'est très lourd. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'entrave à la justice, pour laquelle il faut prouver l'intention de la personne. Alors, comment vous vous mettez dans la tête de Trump quand il a renvoyé Comey, quand il disait toutes ces horreurs, c'est une chasse aux sorcières? Est-ce que son intention, c'était de faire obstruction à la justice? Il l'a quand même dit pour Comey. Il l'a dit à la télévision. Oui. Mais deuxième, c'est plus compliqué que ça. Il faut donc l'intention, quand même difficile à établir. Et deuxièmement, il faut que, par toutes ses paroles et par ses actes, il ait effectivement entravé
la bonne tenue de l'enquête. Donc, le procureur spécial a conclu, non, moi je ne peux pas, je sais que je n'atteins pas le critère de au-delà du doute raisonnable. Alors, simplement, donc, l'enquête de Mueller, c'est fini. Lui, il va plier les petites affaires, il va faire le service après-vente, mais c'est tout. En revanche, avant de fermer son enquête, il a envoyé un certain nombre d'investigation vers des juridictions fédérales, à la fois de New York, dont Trump est résident, effectivement. Sur la situation fiscale de Donald Trump, sur le financement de la campagne de 2016. Sur le financement de l'inauguration, sur le mode de fonctionnement de la Fondation Trump, sur ses rapports avec les compagnies d'assurance, est-ce qu'il a triché, etc. Donc il y a, comme vous dites, sans doute une demi-douzaine de bombes à fragmentation. Et puis certaines affaires... C'est Jérémy Guez qui l'a dit. Moi, je parlais de filet dérivant, mais enfin, on est à peu près, je pense qu'on évoquait à peu près la même chose. Et certaines affaires, en suspens, ont été envoyées devant des juridictions étatiques. Et là, la marge de manœuvre du président, en particulier si on parle de grâce, est nulle. Il peut gracier des délits et des crimes de nature fédérale, mais rien au niveau des États. Donc on a encore tout un tas de petites choses qui continuent de se développer. Reste, pardonnez-moi de revenir sur le passé, ces éléments troublants, comme ce 27 juillet 2016. On est alors en campagne pour l'élection présidentielle. Donald Trump, lors d'un meeting électoral en Floride, en appelle à l'ennemi héréditaire, la Russie, pour l'aider à mettre au jour des emails disparus des fameuses messageries d'Hillary Clinton. Écoutez. La Russie, si vous m'entendez, j'espère que vous allez trouver les 30 000 emails qui manquent. Anne Bagamri, vous dites, on entend ça, c'est un signal lancé à la Russie, c'est signe qu'il y a collusion parce qu'il faut le dire, c'est précisément ce même jour, le 27 juillet, que des hackers russes lancent leurs attaques contre les messageries de proches de la candidate Clinton, telles que d'ailleurs le procureur Mueller le présente dans ses actes d'inculpation contre des responsables russes. Difficile de n'y voir qu'une coïncidence. Bien sûr, mais puisqu'on parle surtout de l'arène juridique ici, il y a quelque chose qui se dit, et c'est absolument vrai. Il y a ce que l'on sait et il y a ce que l'on peut prouver. Et en tant que journaliste, je suis sûre, et mes confrères et consoeurs seront d'accord avec moi, il y a des moments où on sait absolument qu'une chose est vraie, qu'il y a un lien entre A et B et C. Mais si on ne peut pas le prouver, qu'est-ce qu'on peut faire? Gérald Olivier, le même jour, Donald Trump lance la charge contre les emails d'Hillary Clinton. C'est précisément le jour où les hackers russes commencent leur œuvre. Ils avaient commencé avant, mais enfin c'est là où les choses ont commencé à être révélées. Donald Trump est un provocateur. Dans un meeting, il fait de la provocation. Et il sait que ça va lui garantir. C'est un petit peu trop gros. S'il y a eu collusion, si vous avez des contacts entre les Russes et certaines campagnes, il y en avait eu avant entre les démocrates et le Kremlin, puisque c'est sur des sources du Kremlin que les démocrates ont conçu le fameux dossier, le dossier Steele, qui a servi de base ensuite à un certain nombre de développements de l'enquête. Donc il y a eu, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais il n'empêche que ce dossier a été payé par les démocrates et qu'il a été fourni par les renseignements russes. Donc si on veut enquêter sur la collusion, on peut le faire de ce côté-là. Néanmoins, en ce qui concerne Donald Trump lui-même, il a toujours su, il a toujours dénoncé, il a toujours su ce qu'il avait fait, il a toujours su ce qui s'était passé dans la campagne, et c'est pour ça qu'il était très à l'aise vis-à-vis de cette campagne, parce qu'il savait que derrière, il n'y avait rien. Et que le mais il n'y avait rien parce qu'on ne veut pas le prouver, ou il n'y avait rien parce que vous pensez qu'il n'a réellement rien fait. Mais dans le système américain, et encore aujourd'hui, on est innocent jusqu'à être prouvé coupable. On ne peut pas demander à quelqu'un de démontrer son innocence. Est-ce qu'on n'est pas face à un cynisme absolu quand même, Pardon ? Est-ce qu'on n'est pas face à un cynisme absolu Ça, c'est une autre question. Une personnalité politique qui va jusqu'à déclarer des éléments qu'on ne peut pas finalement prouver contre lui. Non, tout ça, vous savez, tout ça, c'est une affaire qui n'aurait jamais dû exister parce que Donald Trump n'aurait pas dû être élu. Toute cette affaire... Si c'est vous qui le dites. Et oui, parce que dans la tête des gens, ils ne pouvaient pas gagner. Oui. Et donc, à partir de là, on pouvait organiser un certain nombre de choses pour s'assurer, quand on était à différents postes, au FBI ou ailleurs, et c'est pas comme cela que les choses se sont passées, et du coup, la machine a commencé à fonctionner dans le mauvais sens. On va en reparler dans un instant, c'est la fin de la première partie de ce débat. Restez avec nous. Deuxième partie du débat de France 24 et Donald Trump qui s'estime donc totalement disculpé après ce qu'on sait du rapport Mueller, ce juge procureur spécial nommé pour enquêter durant près de 2 ans sur des soupçons de collusion entre le clan Trump et la Russie qui aurait permis de faire élire Donald Trump. Sur ce point, en tout cas, il semble effectivement que Donald Trump soit mis hors de cause. Du moins, il n'y a pas de matière à poursuivre. Il y a un autre élément qui était également évoqué, l'autre question
question centrale de l'enquête russe, celle d'une éventuelle entrave à la justice de la part de Donald Trump. Sur ce point, Anne Désine, le rapport Mueller livre une conclusion définitive? Non, et la phrase qui est citée dans les 4 pages reprises par le ministre de la Justice, c'est « Le procureur spécial dit « Je n'ai pas pu établir qu'il y a eu obstruction, mais je n'ai pas pu établir le contraire ». Donc il laisse le champ ouvert pour que le Congrès puisse s'en saisir. Sauf que il cite la phrase parce qu'il ne veut pas mettre en danger sa carrière et sa crédibilité. Mais il considère que c'est à lui d'interpréter cela et lui, il interprète en donnant un blanc-seing au président. Donc quand le président dit « je suis totalement disculpé », c'est pas entièrement faux. Après la lecture des 4 pages, c'est comme si le rapport concluait qu'il n'y avait ni collusion ni entrave à la justice. Oui, Donald Trump... Il exagère quand il considère qu'il est totalement disculpé, oui et non, vous nous dites finalement. Hein, oui. Il est disculpé factuellement. Il est apparemment jusqu'à ce qu'on ait plus de connaissances. Mais peut-être, si on s'arrête à un moment, il y a un vainqueur dans cette affaire, plus que Trump qui en rajoute dans sa victoire, c'est le peuple américain. Parce qu'on s'est quand même pendant 2 ans posé la question de savoir si le président des États-Unis était à la solde de la Russie. Donc même s'il a fait des choses pas très bien... Oui. Oui, voilà. Au moins, il n'est pas totalement à la solde, et ça, je crois que c'est pas mal. En revanche, dans les perdants, il y a des démocrates, ceux qui se sont acharnés et qui commencent à se réacharner sur d'autres choses en disant il n'y a rien sur la collusion, mais on l'aura sur d'autres choses, ça, c'est pas bon. Et les médias. Parce que même des médias comme CNN, même des journaux comme le Washington Post, et je ne parle pas de Rachel Maddow dans MSNBC, qui hurlait chaque soir en disant « j'ai trouvé encore quelque chose et vraiment c'est épouvantable, épouvantable », c'est vrai que rien de ceci n'est avéré et que ça pose des vraies questions. Ça va porter préjudice aux démocrates. Ils sont déjà une quinzaine de candidats à l'investiture pour 2020. Très certainement, oui, parce que politiquement, la question ouverte pour moi ce soir, c'est quel parti démocrate verra-t-on demain ? Pardonnez-moi, mais ils ne peuvent pas se saisir quand même des conclusions du rapport Mueller pour mener un certain nombre d'enquêtes ou lancer de nouvelles enquêtes? C'est très certainement ça. Et ça, c'est porte numéro 1. C'est effectivement un parti démocrate revanchard qui va continuer à aller mener les investigations. Et encore une fois, peut-être qu'ils sont dans leur bon droit parce qu'ils savent un certain nombre de choses que nous ne savons pas. Mais vous laissez entendre que ce n'est pas leur intérêt de le faire? Je n'en suis pas entièrement certain. Parce que politiquement... cette affaire, c'était une bouée de sécurité pour Donald Trump. Et si les enquêtes continuent, il pourra continuer à crier à la chasse aux sorcières. Et il pourra continuer à crier « on essaye de m'assassiner politiquement ». Ça lui fait énormément de bien politiquement parce que c'est un message qui est très intelligent, que sa base sait tout à fait entendre. Oui. Tandis que s'ils essayaient de passer les démocrates sur le côté de la politique du contenu, d'essayer de développer un programme alternatif, en essayant de nous expliquer qu'est-ce qu'ils veulent faire sur le terrain de l'immigration, qu'est-ce qu'ils veulent faire sur le terrain des traités de libre-échange, qu'est-ce qu'ils veulent faire même sur cette idée de l'image de l'Amérique, de son implication dans au Moyen-Orient, par exemple, ou avec l'Europe, ou avec la Chine. Là, pour le coup, il forcerait le président américain à répondre, programme contre programme. Et là, mon petit doigt me dit que l'équipe Trump est beaucoup moins préparée à répondre politiquement à toutes ces questions-là. Mais ils ont commencé. Si on va très très vite, il y a quand même un certain nombre de projets de loi qui ne traitent pas de la Russie. HR1 sur la moralisation, l'accès au droit de vote, l'inscription sur les listes électorales. Et surtout, dans le pouvoir qu'a le Congrès de surveillance, qu'on appelle oversight, s'il continue à s'intéresser à la Russie, il va dans le mur. En revanche, quand on regarde les statistiques, on voit quand même que le Congrès s'intéresse aussi aux atteintes à la séparation des pouvoirs. Il y a par exemple des auditions qui sont menées sur la déclaration des pouvoirs d'urgence par le président. Et ça, oui, mais la question, c'est est-ce qu'ils pourront aller au-delà de cette opposition frontale? Alors justement, qu'est-ce qui définit aujourd'hui le Parti démocrate? Justement, on va écouter l'un qui est d'ores et déjà candidat, lui, à l'investiture, Beto O'Rourke, candidat d'ailleurs malheureux aux dernières élections sénatoriales au Texas, mais qui avait réalisé un tel score face à Ted Cruz que beaucoup lui prédisent d'ores et déjà un avenir au sein du Parti démocrate, même si pour Donald Trump, lui le qualifie de loser. Et puis, Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, à qui d'aucuns prêtent des intentions présidentielles, mais qui lui ne s'est pas encore déclaré. Écoutez ce que les deux disent. On sent comme un écho dans leur voix. Écoutez. Je veux m'assurer que la gentillesse, la décence et le respect que l'on montre à chacun dans nos vies, dans des communautés comme celle-ci, dans ma ville natale, se reflètent dans nos politiques, notre démocratie
dans l'attitude de nos dirigeants. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous devons agir de manière plus américaine et nous avons perdu ça. Notre politique est devenue tellement méchante, tellement basse, tellement vicieuse que nous n'arrivons plus à nous gouverner nous-mêmes. Dans bien des cas, on ne peut même plus se parler et ça ne peut pas continuer comme ça. Anne Bagamri, alors évidemment, on voit bien une critique en creux de Donald Trump, mais aussi peut-être de la jeune garde démocrate qui arrive le mort aux dents à la Chambre des représentants, déterminée vraiment à une lutte sans merci avec Donald Trump, non? Absolument, et quand je vous entends parler de le choix, le porte numéro 1, le porte numéro 2, quel parti démocrate, vous avez l'impression qu'ils ne peuvent pas faire deux choses à la fois. Ils peuvent mener des enquêtes qu'ils ont parfaitement le droit de faire si c'est leur intérêt, la preuve qu'il faut enquêter. La question, c'est est-ce leur intérêt politique de le faire? Oui. Bah, en effet, ça dépend. Je crois que c'est beaucoup trop tôt pour parler stratégie démocratique. Ça dépend on n'est pas dans la tête des stratégistes démocrates. Ce serait tout simplement de la conversation sans fond de feu. Tout ce que je sais, c'est que le Congrès a le droit d'enquêter sur comme bon lui semble. Et je sais aussi que la jeune garde du Parti démocrate a beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie. Et il faut trouver, c'est une chose que je sais, il faut trouver un moyen de travailler ensemble, les jeunes et les vieux, si vous voulez. Les Beto O'Rourke et Joe Biden, ils ont des idées en commun. Ils vont trouver un chemin. Est-ce que ce sera le bon chemin? Beaucoup trop tôt, pour le dire. Gérald Olivier, vous pensez que cette stratégie est perdante pour les démocrates? Je le pense tout à fait. Oui, parce qu'on les a beaucoup accusés, pardonnez-moi, jusqu'au midterm dans les 2 premières années, d'avoir été trop passifs. Vous savez, la dernière fois qu'on a harcelé un président en cherchant à le destituer, c'était Bill Clinton. Et on s'est aperçu, il était en fin de second mandat. George W. Bush a été élu juste après. Voilà, c'est exactement. Mais Bill Clinton a quand même terminé son mandat relativement populaire. Ça n'a pas empêché son vice-président de se faire change, à mon avis, entre la publication du rapport et la fin de l'enquête, ce qu'elle change, c'est qu'aujourd'hui, on sait que Donald Trump ne sera pas destitué. Je pense que c'est une certitude. Maintenant, tout le monde est d'accord autour de la table pour le dire. Alors que depuis le day one, comme on dit, depuis le premier jour, au lendemain de son élection, les démocrates ont cherché cette porte de sortie. En refusant de reconnaître la légitimité de sa victoire, et ils ont cherché à le faire tomber, et ils pensaient avoir les moyens pour cela. Je pense qu'aujourd'hui, certains vont réaliser que ces moyens ne sont pas là. En plus, l'heure avance, l'heure tourne. Donc la campagne est déjà lancée. Donc en effet, comme dit monsieur, faut passer à quelque chose d'un petit peu plus positif et d'un petit peu plus constructif et avoir des propositions plutôt que de chercher à faire tomber la personne en place. Alors justement, face à un président, parce que c'est aussi ça, Donald Trump, qui décrète l'urgence nationale, alors là aussi ça fait l'objet de débats avec les tribunaux, qui vient de reconnaître, j'allais dire unilatéralement, la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Est-ce qu'on va, finalement, est-ce que Donald Trump, qui était déjà plus ou moins désinhibé, il faut bien le dire, Anne Désine, est-ce que ça va s'accentuer dans les prochaines semaines? Et est-ce que ça va avoir des répercussions aussi sur la politique américaine et la géopolitique américaine? Parce que là, on voit bien, Benjamin Netanyahou semble repartir conforté de Washington, même s'il est resté moins longtemps que prévu. Il y a des frappes en ce moment d'Israël contre la bande de Gaza à la suite du tir de roquette de ce matin, et on vient de l'apprendre, on vise directement, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, cette fois le leader du Hamas, Ismail Haniyeh. Oui, je crois que c'est vrai. Donald Trump, la première année, s'est tenu un petit peu tranquille. Il y avait beaucoup de zizanie, tout le monde était novice. Puis, il y a eu ceux qu'on a appelés les adultes à la Maison-Blanche qui ont essayé de l'empêcher de faire des choses épouvantables, les droits de douane, etc. Et puis maintenant, il a, soyons clairs, viré tout le monde. Il n'a que des gens à lui autour de lui et donc plus rien qui l'empêche de prendre des mesures absolument incroyables comme de décider qu'Israël pouvait tout à fait avoir la souveraineté sur le Golan. Donc moi j'avais écrit sur l'histoire de la contagion du mauvais exemple, et dans tous les domaines, c'est-à-dire que quand il montre qu'il ne respecte aucune règle, ni morale, ni éthique, lorsqu'il critique les médias, lorsqu'il veut retirer des cartes de presse, qu'il fait parfois, tous les autocrates de la planète écoutent et se disent tant mieux. Parce qu'avant les États-Unis avaient ce double langage. En parole, c'était les droits de l'homme, la liberté. Donner mauvaise conscience aux autres. Voilà. Et donc, quand les autres se comportaient mal, il y avait au moins une critique des États-Unis, même si eux-mêmes étaient loin d'être blancs en permanence. Maintenant, il n'a aucun état d'âme, il fait à peu près ce qu'il veut, en violation de toutes les règles écrites et non écrites,
et le reste du monde entend. Bon, là, c'est un cadeau pour Israël, c'est un cadeau pour son petit camarade Bibi avant les élections. Il n'y a pas d'autre façon de le présenter et c'est une fois de plus un acte assez honteux. Mais les démocrates, ils sont conscients du risque. Et pour revenir à la mise en accusation, à l'impeachment, c'est vrai qu'ils ont la majorité à la Chambre, donc ils pourraient voter une mise en accusation. Mais la présidente Nancy Pelosi est tout à fait consciente du danger. Elle essaie de calmer les jeunes, la gauche du parti, en leur disant « ça se retournera contre nous ». Et elle a raison. Si les démocrates se montrent trop acharnés, trop revanchards, lui, Trump, qui est très bon pour ça, va les instrumentaliser comme étant justement simplement des revanchards qui n'ont aucun programme ni économique ni social. Mise en accusation n'est pas destitution. Non. La Chambre peut voter, mais après il y a un procès au Sénat, et c'est au Sénat de confirmer, et ça ne se fera pas, puisque les Républicains ont la majorité au Sénat. Mais qui sont les revanchards? Lorsqu'on entend Rudolph Giuliani qui promet d'ores et déjà une réaction à tous ceux qui ont initié ces poursuites, qui réclament l'ouverture d'une enquête pour identifier l'origine des accusations formulées contre le président Al-Bagheri, est-ce qu'on va avoir une chasse aux sorcières aussi des Républicains contre ceux qui seraient à l'origine de ces fuites? Si on croit tout ce que dit Rudy Giuliani, bien sûr. mais moi, je ne suis pas parmi ces partisans. Mais Donald Trump désigne aussi aux Américains ceux qui auraient coûté l'argent du contribuable, ceux qui sont à l'origine de cette chasse aux sorcières. Il l'a dit hier. Et il demande d'ailleurs à ce qu'on enquête sur les démocrates. Oui, l'administration Obama et la cour FISA et la surveillance, etc. Donc, il est très possible, puisque le Sénat est encore entre les mains des Républicains, que le président demande à certains sénateurs, ça peut être la commission des renseignements, d'enquêter sur l'utilisation par l'administration démocrate, dans les 6 derniers mois, des pouvoirs de la Cour FISA qui permet de faire de la surveillance électronique, théoriquement des étrangers, mais aussi des contacts des étrangers avec des Américains. Ça va être le cas, Gérald Olivier? Oui, absolument, j'en suis persuadé. Il y aura une enquête sur le comportement du FBI. Le FBI est un bras du département de la justice, mais il est supposé être apolitique et indépendant. Il ne l'a pas été? Et on considère qu'il y a un certain nombre de gens au sein du FBI qui ont agi avec des motivations politiques. Bob Rosenstein l'a reconnu. Ces gens ont déjà subi un certain nombre de sanctions puisqu'ils ont été virés de leur poste. Mais je pense que l'enquête va reprendre et qu'il y aura une certaine remise en ordre, voire une remise en cause du fonctionnement du FBI par le Congrès, par certaines commissions à l'issue de ce rapport. Pardonnez-moi, c'est l'optique aussi des Républicains, parce qu'on a dit au début que les Républicains ont mis du temps à se faire à cette présidence Trump. Beaucoup ne l'ont pas souhaité d'ailleurs comme président. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec lui lors de la première année de mandat, ce qui d'ailleurs a eu comme conséquence quand même un résultat législatif assez pauvre en termes de bilan. Aujourd'hui, le Parti républicain est soudé derrière Donald Trump et ce type d'ailleurs de ce qui est sorti hier va renforcer encore ce soutien d'après vous? Ça, c'est une autre question, elle est beaucoup plus compliquée. Il y a une base derrière Trump. Est-ce que cette base représente le Parti républicain? Oui et non. En partie, mais pas totalement. Jérémy Guez. Oui, on la connaît à peu près, cette base qui soutient Donald Trump. Vous regardez sa courbe de popularité, elle est remarquablement stable. 40%. À peu près. Ouais. Et ces 40%, ils viennent d'où? Il y a un tiers, 33 points à peu près, qui viennent d'une base électorale qui est dévouée à Donald Trump. Quoi qu'il se passe, tant que Donald Trump restera Donald Trump. En gros, les électeurs des primaires qui a une primaire voteront Trump quoi qu'il arrive. Absolument. Ouais. Et il y a une dizaine de pourcents, donc on en arrive à peu près aux 40 ou 43% de sa courbe de popularité, qui sont des républicains qui n'aiment pas beaucoup la figure de Donald Trump, mais qui sont là pour les résultats économiques. Et tant que finalement, je veux dire, le développement économique est là, comme on dit en anglais, le diable que vous connaissez est bien mieux que le diable que vous ne connaissez pas. Donc soutenons Donald Trump, parce que face à cette virée vers la gauche du Parti démocrate, on voudra avoir cette vitalité économique protégée par Donald Trump. Je pense que ce qui sera fondamental, en tout cas dans cette dynamique, et là je dois vraiment m'inscrire en faux par rapport à ce que vous dites, parce que la campagne, elle est lancée au moins depuis novembre, si ce n'est, au moins depuis aujourd'hui, si ce n'est depuis novembre déjà. C'est une Amérique qui cherche son âme aujourd'hui. Il n'était pas censé être élu président, personne ne s'y attendait, lui-même ne s'y attendait pas. Absolument. Donc la réponse, c'est comment est-ce qu'on arrive à répondre à l'improbable? Il y a Joe Biden, effectivement, qui incarne cette figure extrêmement populiste, mais version démocrate et version modérée. Et après, il y a toute une flopée de candidats qui ne répondent vraiment pas, je veux dire, à tous ces enjeux aujourd'hui de transformation du monde
auxquels nous faisons face. Il y a un manque de compréhension totale de l'univers stratégique des États-Unis et il y a une quasi-acceptation qui s'inscrivait d'ailleurs déjà depuis Barack Obama, hein, c'est pas Donald Trump qui l'a lancé, d'acceptation de la démission des États-Unis sur le plan international. Et ça, cette classe politique américaine, elle risque d'en payer le prix, elle risque d'en payer le prix fort si elle n'essaye pas de donner une feuille de route stratégique pour les États-Unis. Elle ne vient pas de Donald Trump à l'heure actuelle et elle ne vient pas du Parti démocrate. Anne Bagamri, vous n'êtes... Alors, Jérémy Guez vient de vous citer, vous ne vous reconnaissez pas dans ces propos. Pour vous, les 15 candidats à peu près, et plus les quelques autres potentiels à la primaire démocrate, ils sont tous en mesure, ou en tout cas la plupart, d'occuper la Maison-Blanche demain? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. La seule chose que l'on sait après les 2 dernières années, même 3, parce que quand on reprend la campagne de 2016, c'est qu'on ne peut rien prédire. Oui. Donald Trump a tout bousculé. Peut-être que la turbulence a commencé bien avant lui, mais son élection a tout turbulé, a tout bousculé. La presse ne sait pas suivre ce genre de propos. Il ne sait pas. Si vous voyez, vous avez critiqué la presse américaine, il y a certainement ceux de mes confrères et consoeurs qui ont abandonné leur poste de neutralité. Ils ont cru que c'était peut-être la façon d'essayer de comprendre et de communiquer. Oui. Ce qui se passe actuellement au cours de cette présidence. C'est peut-être fausse route. Moi, je dirais que c'est fausse route. Je ne critique personne. Oui. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que décrire les démocrates ainsi, il y a 15 personnes qui peuvent assumer le monde. On ne sait pas encore. On ne saura pas avant. Jérémy Guez les dépeignait quasiment comme des irresponsables. Tout a été bousculé, même hier, avec le rapport Muller. Il les décrivait quasiment comme des irresponsables compte tenu de la situation actuelle. Non, parce que quand on prend chacun d'entre eux, chacun a une bonne idée à présenter. Quand on prend Elizabeth Warren, qui a très peu de chances d'être élue parce qu'elle va être instrumentalisée par Trump si c'est elle qui sort un petit peu des primaires. Ce qu'elle dit sur revenir sur l'application du droit antitrust, démanteler les grands groupes, démanteler les GAFA, c'est certainement vrai. Et Trump, c'est sans doute une calamité pour les États-Unis, même si mon voisin n'est sans doute pas d'accord. Mais il aura eu le mérite de mettre le doigt sur un certain nombre de problèmes et sur des dérives sur lesquelles Obama et les autres ont fermé les yeux. Parce que le dysfonctionnement du Congrès, c'est pas nouveau. Les atteintes au droit de vote, c'est pas nouveau. Il y avait vraiment tout un tas de problèmes dont Hillary Clinton se serait complètement désolidarisée. Ou accommodée, du moins. On ne peut plus du tout ignorer. Maintenant, c'est devenu énorme et ça, c'est une bonne chose. Et donc, tous ces candidats, en fonction de leur personnalité, de leur passé, beaucoup sont procureurs, ils pensent à des pans du programme et quelque part, il va émerger sans doute des thèmes clés. Alors, est-ce que ces thèmes seront trop à gauche pour mobiliser l'électorat? Ça, c'est une possibilité. Mais au moins, il devrait émerger des choses assez intéressantes sur comment remédier aux problèmes du système actuel. Ils ont du travail à faire, mais demander au lendemain du rapport qu'ils aient un programme. Oui. Non, c'était pas au lendemain du rapport, c'était au lendemain des élections de mi-parcours et demander à un parti d'opposition aujourd'hui de développer, je veux dire, une alternative à quelque chose qui les a tant secoués, ça relève de la responsabilité politique. Gérald Olivier. Au-delà du positionnement idéologique et quoi qu'il advienne de la présidence de Donald Trump, je suis relativement d'accord avec vous. Donald Trump, c'est un énorme grain de sable. Et c'est quelque chose qui, dans ce sens, qu'est-ce qu'il a fait en pour effet, il bouleverse tout. Il bouleverse tout. Mais s'il n'avait pas été élu, je ne dis pas qu'on serait dans une situation honnêtement pire. Je pense que l'économie américaine n'irait pas aussi bien qu'elle va. Mais tout ce que nous avons vécu et appris depuis 2 ans n'aurait pas eu lieu. On ne l'aurait jamais vu. Et c'est dans ce sens. C'est un disruptor, comme on dit en anglais. Et de ce point de vue-là, il a parfaitement réussi sa disruption. Voilà. Sur le financement des partis, le financement des campagnes, l'assainissement de la vie politique américaine, quel a été l'apport de Donald Trump? Ça ne date pas de lui. Rien. Ça fait 40 ans que le Congrès essaye de trouver une loi pour financer la politique de manière différente, sans y parvenir. Donc et lutter contre les lobbies. C'est vraiment pas quelque chose qu'il a inventé. Prend une décision en disant le premier amendement et donc vous pouvez mettre votre loi à la poubelle. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Anne Désine, merci Anne Bagamri, merci également à vous Gérald Olivier, ainsi qu'à Jérémy Guez qui ont accepté de débattre.